Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, mercredi, j'ai pas pu faire ma vidéo puisque j'étais en recherche de ma nouvelle maison, étant donné qu'il faut que je parte avant la fin du mois ou à la fin du mois. C'était pas gagné et franchement je sais pas si c'est sous votre impulsivité, votre dynamisme, vos conseils, le fait que vous m'avez fait pas mal changer de state of mind dans le sens où j'ai commencé à y croire, alors que croyez-moi, en ce moment à Las Vegas c'est loin d'être évident, mais j'ai trouvé, j'irai pas jusqu'à dire la maison de mes rêves, mais franchement je suis pas loin de l'école de mon fils, c'est le bon square feet que je veux et c'est une jolie petite maison. Il me reste plus qu'à faire les cartons et me voilà partie. Bien évidemment, la semaine prochaine, ça va être encore un petit peu difficile pour que je me remette dans la routine des vidéos du mercredi et du dimanche, puisqu'il va falloir que je fasse les cartons, que je déménage. Voilà, mais dès que possible et très bientôt, les choses vont revenir à la normale. Enfin, je l'espère. Donc vous avez vu aussi que YouTube m'a encore fait un coup de Trafalgar, mais alors là j'ai halluciné. Ils m'ont effacé une vidéo sur Walt Disney et le Club 33. Alors là, excusez-moi, mais je suis tombée d'un building. J'espère que même en le disant là, ça va pas avoir extrait cette vidéo juste parce que je l'ai mentionné. Je pense pas, mais les amis, il se passe des choses gravissimes dans l'indifférence générale. La censure est de pire en pire. Maintenant, carrément, parce que là, ce sujet, il n'était pas touchy. La théorie autour de ce club, ça fait des années qu'elle court. Bref, enfin, on va pas commencer à épiloguer. My choice de rester ici. Donc, bon, contre mauvaise fortune, je vais faire bon cœur. Et je vais pas trop me plaindre, encore que j'en ai très envie. Cette semaine, du coup, pareil, jusqu'à la prochaine fois où effectivement ils vont me supprimer l'une de mes avertissements, je fais des sujets que je crois, parce que maintenant on peut plus savoir, pas touchy, ou en tout cas qui sont un petit peu dissimulés à la vie de tous, mais qui sont passionnants. Alors cette semaine, c'est Opitu Shinumu. Comme d'habitude, j'ai cherché, je me suis dit, toi, t'es dyslexique, t'as des problèmes de prononciation, des fois tu fais des mix dans ta tête French, English, qui veulent rien dire, avec ton fort accent marseillais. Eh ben, je vous avertis, le sujet, là, il y a que des noms chelous que je vais certainement saccager, je m'en excuse d'avance, mais vous allez voir, c'est passionnant. Donc, Opitu Shinumu est le nom de l'une des tribus amérindiennes et signifie peuple pacifique. L'histoire des anciens Hopi remonte à des milliers d'années et en fait l'une des plus anciennes cultures du monde. Contrairement à d'autres mythologies de cultures différentes qui parlent de dieux descendus du ciel, dans les anciennes légendes des Hopi, une histoire bien différente est racontée. Traditionnellement, les Opitu Shinumu faut que j'arrête, je peux quand même pas rigoler chaque fois que je vais le dire. On va dire les Hopi. Voilà. Donc traditionnellement, ils vivaient selon les lois du créateur Mahasau, le maître du quart-monde, où les concepts éthiques sont profondément enracinés dans leur culture, ce qui impliquait le respect de tous les êtres vivants, absolument tous, et en particulier les fourmis. Les Hopi croyaient foncièrement que les dieux provenaient du sol, plus exactement du centre de la terre. Mais qui était-il vraiment? Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, le peuple fourmi, c'est maintenant. Alors, chercheur indépendant et auteur de quelques livres étonnants sur les visites extraterrestres, Gary David a passé 30 ans de sa vie immergé dans la culture et l'histoire des Hopi du Dakota du Sud. Selon lui, ils ont trouvé la philosophie dans l'essence qui appartient aux constellations dans le ciel, qui reflètent la géographie de la Terre. C'est quelque chose qui pourrait être une théorie sur les 3 pyramides de Gizeh, par exemple, dans leur relation avec les étoiles et la fameuse ceinture d'Orion. Il existe des études scientifiques qui soutiennent cette théorie, je tiens à le dire. Hein. Il y a toujours 2 versants, on trouve toujours des controverses à tout. Après,
Un peu en cela qu'on peut dire qu'on crée notre propre réalité parce qu'en vérité, on a quand même le droit de décider de ce à ce qu'on a envie de croire. Donc, ici, vous allez voir, tout est basé sur des recherches scientifiques. Nous ne sommes pas en train d'étudier des théories cheloues basées sur du vent qui ne tiennent pas la route 2 secondes. Je tiens à le dire. Et je tiens aussi à dire, histoire que YouTube, si tu m'écoutes, il s'agit de théories. Je ne vends rien comme étant une vérité absolue et marquée dans la pierre. On sait jamais. Il est intéressant de noter que les nouvelles de Gary David ont une corrélation similaire entre la Messa Opi dans le sud-ouest et la même constellation d'Orion. Une culture de plus qui utilise cette fameuse constellation. Les 3 étoiles qui composent la ceinture d'Orion sont les plus brillantes au début de l'année. Et ils s'alignent clairement dans chacune des pyramides. Et quand je dis pyramides, que ce soit celle en Égypte ou que ce soit celle au Mexique, d'accord? Les temples incas. De nombreuses autres cultures différentes ont donné justement du coup une signification à ce groupe particulier d'étoiles et il est évident que les cieux les ont fascinés pendant des siècles. David y a réfléchi et il a commencé à étudier le ciel et les emplacements du peuple Hopi et de leurs ruines. Il s'est vite rendu compte que ces villages étaient alignés avec toutes les étoiles majeures de la constellation d'Orion et de la ceinture d'Orion. Il a également étudié l'art qui se trouvait sur les murs de la grotte, ce qui l'a conduit à des conclusions intéressantes, que le peuple Hopi prenait très au sérieux la vie extraterrestre et l'importance des autres planètes du système solaire. Dans les rochers et les grottes du village de la Messa, il a trouvé de nombreux hiéroglyphes qui correspondent aux graphiques modernes de motifs d'étoiles et de constellations. Donc les gars, il y a 1000 ans, 1000 ans je dis le nombre comme ça, hein, ils étaient au même stade de connaissance concernant l'emplacement des étoiles que ce qu'on sait aujourd'hui. Déjà, à réfléchir. Et vous allez voir, il n'a pas trouvé que ça. Il a trouvé des pétroglyphes, donc des peintures rupestres, représentant des entités avec des corps minces, de grands yeux et des têtes bulbeuses, projetant parfois des antennes. Ces figures mystérieuses sont fréquemment affichées dans une posture de prière, leurs coudes et leurs genoux placés à angle droit, semblables aux jambes pliées de la fourmi. Peinture rupestre que l'on peut admirer dans plusieurs endroits du sud-ouest des États-Unis. D'ailleurs, beaucoup prétendent que les êtres de fourmis représentés ressemblent aux idées modernes de la vie extraterrestre et certains, du coup, croient aussi que la tribu Hopi a vu et interagi avec des extraterrestres. Forcément, la conclusion ne me semble pas non plus hyper tirée par les cheveux, c'est logique même. Et en plus, franchement, ce qui est, il faut bien l'avouer, corroboré par cette légende des Hopi sur les boucliers volants qui est racontée depuis les temps anciens de l'Amérique. Dans un passé lointain, ils ont observé une étrange technologie futuriste avec un type d'avion circulaire qui se déplaçait dans le ciel et était conduit par des êtres qu'ils appelaient les Kashinas. De plus, il faut savoir que ces tribus relatant ces lointaines rencontres habitent toujours encore de nos jours près de sites connus, comme de par hasard, pour les observations assez présentes d'OVNI près du Dulce au Nouveau-Mexique. Les Indiens y ont d'ailleurs récemment découvert des entrées de tunnels, mais n'ont toujours pas osé y pénétrer parce qu'ils disent qu'on y entendrait de lointains soupirs énigmatiques. Selon la mythologie des Hopi, au début des temps, Waya, le créateur, créa le dieu du ciel, Sotuknang. Je vous ai dit, ça va être compliqué. Sotuknang, son neveu, lui confiant la tâche de créer 9 univers. Un pour Taiwa, un pour lui, et les 7 autres pour la surabondance de la vie. Dans une conception cyclique du temps, forcément, à la manière de la mythologie aztèque, ces mondes continueraient de manière cyclique. La mythologie raconte que les 3 premiers mondes, Tokpela, Tokpa et Kurskusa,
ont été déjà habités et détruits par la suite en raison de la corruption et de la méchanceté des hommes. Donc ça veut dire que déjà dans les temps anciens, elle n'était pas au top, quoi. Genre, ni on était bien nés, ni on s'est bonifié avec le temps. Il y a de quoi, les gars, vraiment se reposer des questions. Enfin, pas nous, parce que nous, on sait. Donc, les Hopis disent que la fin de chaque cycle est marquée par le retour des dieux et annoncée par l'apparition de l'étoile bleue Kashina, signe du jour de purification dans lequel l'ancien monde est détruit et un nouveau monde commence. Donc autant appeler ça l'apocalypse. En effet, le premier monde, Tokpela, a apparemment été détruit par le feu de proportions mondiales, peut-être une sorte de volcanisme massif ou l'impact d'un astéroïde ou même une grande éjection de masse coronale du Soleil à des proportions catastrophiques, selon leurs écritures. Le second monde, Topka, lui a été détruit par le froid, très probablement en raison d'un changement de pôle qui a provoqué un acte de glace massif qui a détruit toute la vie sur la planète. Au cours de ces deux cataclysmes mondiaux, les membres vertueux, c'est important, ça veut dire que tous ceux qui ne seront pas vertueux, si leur légende est vraie, vont un petit peu rester sur le carreau, ce qui entre nous, nous arrange. Je sais qu'il ne faut être qu'amour et miséricorde, mais bon, j'ai la rancune tenace. Bref, tous les membres vertueux de la tribu Hopi ont été guidés par un nuage de forme étrange pendant la journée et une étoile en mouvement la nuit, ce qui les a conduits au dieu du ciel nommé Sukteknang, qui les a finalement conduits à l'être fourmi, appelé Hent-Man, que les Hopis eux aussi appellent Anu Sinon. Fait intéressant, dans l'ancienne langue sumérienne, il faut noter que Anun ou Anu était le dieu des dieux. Il est le créateur de la création. Cette créature a donc escorté les Hopis dans les grottes souterraines où ils ont trouvé refuge et nourriture auprès du fameux peuple fourmi. Dans cette légende, le peuple fourmi est décrit comme généreux et travailleur, donnant de la nourriture aux Hopis lorsque les stocks sont rares et leur enseignant les mérites du stockage de la nourriture. Dans chaque destruction cyclique, et toujours selon la mythologie des Hopis, les hommes fourmis sont cruciaux pour la survie de l'humanité. Les amis, faites comme moi, il est temps d'arrêter de tuer les fourmis. Parce que s'il y a une fin du monde et qu'on doit compter sur la fourmi, moi je suis un peu dans le pétrin, parce que je crains. Mais là, il faut se mettre bien avec eux. Voilà. Un conseil au cas où, c'est jamais. Non mais du coup, vous allez me dire, tu nous parles des fourmis, du centre de la Terre, donc d'où tu as commencé par nous parler des objets volants non identifiés dans le ciel, de ces boucliers volants. J'ai envie de vous dire, très très bonne question. Selon Frank Waters, auteur de Mystic Mexico, The Advent of the Sixth World of Consciousness, donc ça, en français, ça doit faire l'événement du sixième monde de la conscience, mais j'essaierai de vous trouver l'équivalent en français. Si je le trouve, je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo. C'est donc dans le troisième monde que les anciens Hopis introduisent le concept des Patuvotas ou fameux boucliers volants. Dans ce troisième cycle, il est dit que l'humanité a construit une civilisation très avancée qui a développé le concept de bouclier volant, sorte de véhicule qui peut rapidement se déplacer dans différents endroits du monde et dévaster des villes de la Terre. Ce troisième monde fut détruit par Sukteknang lui-même, donc le neveu du créateur, via le grand déluge. Dans ce cas, on voit bien qu'il existe un parallèle clair avec la tradition sumérienne dans laquelle nous parlons du grand déluge qui a détruit toute civilisation précédente sur la planète. Cette histoire est aussi racontée dans l'épopée de Gilgamesh. C'est un texte qui a été ensuite repris dans la tradition biblique, dans l'histoire que nous connaissons un peu plus, comme étant l'histoire du déluge et de l'arche de Noé. Encore une fois, on voit que quand même,
à travers le monde, il y a vraiment des similarités dans les croyances qui peuvent laisser perplexes dans le sens que ils ont quand même tous écrit la même chose. D'autres noms, d'autres lieux, d'autres mots, d'autres descriptions, d'autres allégories, mais clairement, ils parlent tous de la même chose. Donc, il y a de quoi commencer, peut-être, pour les plus sceptiques, à se dire, bon, pas de fumée sans feu, c'est que quelque part, il y a une connexion qui nous échappe, mais qui est réelle. Je poursuis. Selon la tradition des Hopis, les survivants du déluge sont dispersés dans diverses parties du monde sous la direction de Masuwu. J'espère que je vous marquerai le nom, histoire de ne pas vous perdre, parce que je ne suis pas convaincue de l'avoir systématiquement prononcé de la même façon. Donc, Masuwu, c'est l'esprit de la mort et le maître du quatrième monde. Un pétroglyphe fascinant dans des Hopis est celui où Masuwu est représenté pilotant un bateau sans ailes qui a la forme d'un dôme. La similitude entre les boucliers volants et ce que nous considérons aujourd'hui comme des avions ou des soucoupes volantes est absolument ahurissante. Il semble clairement évident que les boucliers volants ou navires sans ailes sont des cultures anciennes du monde entier dont ont été témoins beaucoup de monde dans un passé lointain, comme on peut le voir sur beaucoup de peintures rupestres, sur beaucoup de peintures anciennes, etc. Les anciens Hopis utilisaient le terme pour désigner quelque chose qui était capable de voler dans les cieux et de transporter des personnes. Les Hopis ont décrit leur divinité bel et bien comme des intraterrestres qui s'élevaient de l'intérieur de la Terre. Dans ce troisième monde donc très avancé, avec ce qui semble être donc une technologie futuriste, les boucliers volants étaient un armement qui flottait dans le ciel, capable d'attaquer des villes à de longues distances et de se déplacer de manière extrêmement rapide, comme on peut le comprendre via les peintures rupestres. Ceux qui manipulaient les boucliers étaient donc ces fameux esprits dont je vous parlais un peu plus tôt, appelés Kashina, soi-disant médiateurs entre les dieux et les humains, des intermédiaires quoi. Les objets volants émettaient, selon les témoignages et les écrits des Hopis, un son accablant, un bruit de tonnerre et un bruit sifflant comme celui du vent passant dans un endroit étroit. Il faut bien avouer, encore une fois, je répète, qu'il existe une similitude quand même vachement étonnante entre ces artefacts et les soucoupes volantes décrites par l'ufologie ou tout autre type d'avion militaire furtif. C'est pourquoi cette mythologie américaine, ici, fait partie du folklore que tout bon ufologue ou chercheur de vérité connaît et se base. Dans ce troisième monde fut une période de prospérité et de technologie ancienne avancée, mais pris donc fin avec ce fameux déluge généré par les dieux, parce que notre arrogance et notre vanité, à un moment donné, il a fallu nous faire un petit peu redescendre. Ça, c'est le problème de l'humanité. Arrêtez de vous prendre pour Dieu. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, qui vous échappe. D'ailleurs, selon la sagesse des Amérindiens, les Hopis suivent le chemin de la paix. Et ces mots, pour le prouver, ont été prononcés par Sotuknank au début du quatrième monde. Regardez, j'ai rasé jusqu'aux traces de son émergence les étapes que j'ai laissées pour toi. Au fond des mers se trouvent toutes les cités orgueilleuses, les patuvotas, donc les fameux boucliers volants, et les trésors mondains corrompus par le mal. Et aussi ceux qui ont trouvé le temps de chanter les louanges du Créateur du haut de leur colline. Mais le jour viendra, si vous gardez le souvenir et le sens de votre émergence, où ces étapes émergeront à nouveau pour prouver la vérité que vous exposez. Lors de l'inondation, la ville rouge de Palaktuapi a été détruite. Un frère et une sœur, alors ils ont encore des noms, excusez-moi, Tiwagongva et Tawayi Wishinimin. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Je refais une dernière tentative, parce que si je laisse ça et que je l'enlève pas lors de l'editing, c'est qu'en fait, je suis jamais arrivée à le prononcer. Donc, j'essaie de faire passer ça avec une touche d'humour, mais c'est vraiment problématique. Donc, Tawiya Shiwishinimina avait été abandonné
par tous alors qu'ils campaient. Ils ont entendu d'un coup des rugissements. C'était Sotuknam qui est descendu du ciel à bord de son bouclier volant. Ce dieu portait, selon les témoignages qu'on a pu retrouver via des écritures et des dessins, un costume qui brillait comme de la glace et avait un visage scintillant. Le frère et la sœur sont alors montés sur le bouclier avec le dieu, volant au-dessus des hauteurs. Finalement, Sotuknam les laissa dans un village où leurs parents s'étaient installés après le fameux déluge. C'est via cette anecdote et surtout le fait que dans d'autres parties du monde, d'autres dessins et d'autres gravures similaires sont apparus, que la théorie laissant penser que les conducteurs de ces boucliers volants seraient en fait une autre race d'extraterrestres qui était ici en interaction et qui n'aurait du coup peut-être profité pour modifier génétiquement l'humanité. Et selon ces croyances, c'est comme ça que l'ancien pays de Sumer est né. Et ces êtres seraient les fameux Anunnaki. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il existe un lien linguistique. Le dieu du ciel de Babylone s'appelait Anu. Le mot Hopi pour fourmi est aussi Anu. Et le mot racine Hopi était Naki, ce qui signifie ami. Par conséquent, les Hopi étaient Anunnaki ou amis des fourmis. Par conséquent, les Hopi Anunnaki ou amis des fourmis étaient peut-être les mêmes que les Anunnaki sumériens, les êtres qui venaient autrefois du ciel sur terre. Il existe également une prononciation similaire des ancêtres Hopi, les Anazani. Était-ce une coïncidence ou une preuve? Est-il possible de suggérer que le peuple fourmi et les Anunnaki étaient des êtres similaires qui ont visité la Terre dans un passé lointain pour donner un coup de main à nos ancêtres? Est-il possible que ces histoires interagissent d'une manière ou d'une autre? Allez donc savoir, mais en tout cas, je pense que les questions sont légitimes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la communication céleste est une curiosité de l'humanité depuis bien plus longtemps que les observations d'OVNI au XXe siècle. Faut donc arrêter de sortir l'argument que les cerveaux des ufologues sont grillés à cause de l'abus de films de science-fiction ou de jeux vidéo ou d'autres argumentations bidon, parce que clairement, comment tu justifies que déjà, même à l'époque, ils y croyaient à ça. Et en plus, comme vous pouvez le voir, dans de nombreuses cultures à travers le monde, les Hopi croyaient à l'existence de chambres souterraines, des villes qui ressemblent étrangement à d'autres théories, comme la théorie, je vous la mets dans le mille, de la Terre creuse. Alors oui, je vois certains d'entre vous crier, mais c'est des foutaises, des fadaises. Bon, à cela, j'ai envie de vous répondre. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, lors des lectures Siegel, une conférence qui est... alors, les lectures Siegel, c'est une conférence consacrée aux nouvelles directions, y compris non traditionnelles, dans divers domaines de la connaissance. Donc, un général des services secrets âgé a montré des photocopies de cartes allemandes représentant des continents à l'intérieur de la Terre. Alors, encore un, c'est pas un huluberlu, c'est pas un mec, parce qu'on voit à la télé, dès qu'il s'agit de théories un petit peu controversées, ils vont toujours vous chercher le gars au pantalon bariolé, à la chemise de toutes les couleurs qui limite déjà en soi, si t'es pas préparé, c'est un peu une agression visuelle et c'est encore pour s'enfermer dans des... Attention, je critique pas les gens qui aiment s'habiller de façon colorée, hein. Grand bien vous fasse, c'est merveilleux de mettre de la couleur dans sa vie. Mais il faut avouer qu'ils vont toujours choisir le cliché, hein. Dès qu'il s'agit de défendre ces théories, ils vont pas aller te chercher le gars du service des secrets. Non, ils vont chercher le gars tout seul, col chic dans les prés, qui va mélanger la théorie, qui va la saupoudrer avec des considérations New Age, où il faut s'aimer, tout ça. Donc, bon, comme d'habitude, comment perdre en crédibilité via les médias traditionnalistes, on connaît. On connaît vos ficelles.
Et d'ailleurs, pendant la conférence siégelle, au cours de la conversation, un des scientifiques présents a tout d'abord demandé si son interlocuteur savait à quelle profondeur l'humanité était capable de pénétrer dans les entrailles de la planète de nos jours. Bien sûr, la Terre a été forée. Et sachez-le, elle a été forée au maximum à 12 262 mètres. Donc à hauteur d'échelle humaine, elle a été creusée de là. On ne connaît pas tout le reste, hein. À la suite de quoi, le forage très profond de Kola est apparu. Il s'est avéré que les données disponibles à cette époque sur la structure du manteau de la planète étaient en grande partie erronées. La théorie ne coïncidait absolument pas avec la pratique. La science moderne ne fait que suggérer ce qui se trouve exactement sous les pieds des gens. Le fait est que l'idée de l'existence d'un noyau métallique au centre des entrailles de la Terre a un peu plus de 100 ans. En même temps, la théorie d'une Terre creuse est vieille de plusieurs millénaires. Et là, je ne veux pas m'appuyer sur les légendes et les traditions, mais je vais me concentrer sur les données purement scientifiques. La première théorie selon laquelle la Terre était creuse à l'intérieur, après de longs calculs, a été annoncée par le légendaire astronome Edmund Halley. Encore une fois, pas le monsieur au pantalon fleuri. Le découvreur de la comète du même nom. Hein, donc pas n'importe qui. Et à sa suite, les calculs de la théorie d'une Terre creuse ont été publiés par un scientifique du XVIIIe siècle, l'un des fondateurs des mathématiques modernes, Léonard Euler lui-même. Donc, on est d'accord que cette théorie qui nous vaut des railleries, qui nous vaut des commentaires désobligeants, elle a quand même été défendue par des gens qui n'étaient pas n'importe qui. Selon le célèbre mathématicien, la dynamique de rotation de la planète, selon les lois de la physique, prouve qu'entre le noyau et le manteau, il y a un espace creux. De plus, le mathématicien prétend que, évidemment, au pôle, la planète a des trous menant dans ses entrailles. On le voit d'ailleurs de plus en plus avec justement des anomalies étranges qui apparaissent à ce moment même en Antarctique. En outre, tout géographe, qu'il faut le savoir, à qui l'on poserait la question de savoir si la taille de la Terre est statique, répondra par la négative. La planète grandit. En particulier, selon les scientifiques, l'Amérique est à 2 cm de l'Europe chaque siècle. En même temps, en regardant la carte géographique du monde, vous pouvez voir que les continents sont comme des pièces d'un puzzle qui peuvent s'emboîter tant bien que mal, hein, mais quand même. Comme si avant, tout n'était qu'un seul et unique continent et que ce seul continent de la planète a été transformé en morceaux qui, depuis lors, s'éloignent lentement les uns des autres à mesure que la taille de la planète augmente. La question se pose alors: d'où vient la matière pour une croissance donnée? Si, selon le géophysicien et sismologue allemand Emil Weisschert, en 1896, la planète se compose d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau de fer, alors cette question ne peut pas être résolue. Pourtant, si on y réfléchit, sachant qu'une éruption volcanique moyenne jette 600 000 tonnes de déchets de son activité à la surface de la planète, dans ce cas, un simple calcul de la quantité de gaz, de vapeur, de magma et de cendres jetés des entrailles de la Terre au cours de son existence donneront un chiffre gigantesque. Il serait donc logique de supposer que la pression dans la Terre aurait forcément dû baisser depuis longtemps et que les éruptions cesseraient. Or, l'activité volcanique se poursuit pourtant. Par conséquent, selon Peter Paul, entre les coquilles extérieures et intérieures de la croûte terrestre, il existe un mécanisme qui synthétise la matière. Et il faut savoir que de nombreux représentants de la science sont d'accord avec lui. Aujourd'hui, il existe de nombreuses théories scientifiques selon lesquelles les entrailles de la planète génèrent de la matière. En fait, cette information confirme la présence au centre de la planète du soleil intérieur dont parlaient les anciens manuscrits. Et encore, je
Je vais pas non plus, et ça c'est que des preuves parmi d'autres, je vais pas non plus vous parler de l'incidence étrange de la Lune sur le magma, et j'en passe et des meilleurs, mais clairement, on a de quoi se poser la question. En tout cas, une chose est certaine, il est à noter que depuis des temps anciens, des références au contact des habitants de la Terre intérieure et extérieure ont été conservées, en particulier le héros de l'ancienne Babylone, Gilgamesh, qui a rendu visite à son parent Eunaphissim, dans le royaume souterrain où son soleil brille. Où on a encore le grec Orphée qui a conduit son épouse Eurydice hors du royaume souterrain, ou encore les pharaons d'Égypte qui communiquaient avec les résidents souterrains par des tunnels très spéciaux. Les bouddhistes, quant à eux, pensent que des millions de personnes vivent à l'arrière de la coquille de la Terre. Les Indiens des deux Amériques sont convaincus qu'ils sont les protecteurs des habitants de la terre intérieure et gardiens des entrées de la grotte menant aux enfers. Selon eux, des géants y vivraient. Ils feraient une hauteur de 3 à 4 mètres et un voyage vers la terre intérieure prend, selon leur dire, de 13 à 15 jours. Si tu connais le chemin. De plus, les cartes anciennes sur lesquelles l'Antarctique est représentée sans glace, il y a des images de passages souterrains sur place qui même se connectent entre eux. Alors, bon, le doute, c'est clair, le doute est bel et bien permis, j'ai envie de vous dire. Parce que le truc qui me fait halluciner, c'est que personne ne sait ce qu'il y a exactement au centre de la Terre, et pourtant, si tu avances une théorie de la Terre creuse ou whatever, on te prend pour un fou. C'est vrai, on se fait toujours laminer. Moi, on m'a ri à la figure en disant « Oh non, pas ça !» et bientôt la théorie de la Terre plate. Non, pas du tout. Parce que du coup, clairement, ces gens qui se moquent, on a envie de leur dire. Donc du coup, pas savoir, mais croire que tu sais, si ça fait de moi un fou, ça fait de toi quoi? Un abruti? Un crétin? Alors, entre fou et crétin, mon choix est fait. Voilà les amis, j'espère que ce sujet vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Comme je vous expliquais en début de vidéo, je ne vais pas tout recommencer, mais clairement, je ne suis pas sûre de pouvoir faire cette vidéo mercredi. Je vais aussi croiser les doigts pour qu'il ne m'arrive pas un truc que YouTube ne trouve pas une vieille vidéo de 2019 en me disant « Non mais, t'as parlé encore de Disney ?» Ou va savoir, peut-être ils vont m'accuser d'avoir eu, je sais pas, je suis perdue avec, vraiment je suis perdue. Bref, donc vous connaissez le système pour que notre chaîne grandisse, parce que plus on est fort, plus on est nombreux, plus on est fort, on like, on commente, on partage. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Les amis, j'espère pouvoir, en tout cas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, même si moi et l'organisation, c'est même pas la peine, et que je sais que cette histoire de carton, je vais crier, je vais pleurer, ça va être compliqué, je pense quand même être capable de vous faire au moins la vidéo de dimanche prochain. En attendant, je sais qu'en France, en ce moment, vous êtes en train de vivre quelque chose de pas évident du tout. On vit vraiment une époque difficile. Je vous envoie toutes mes pensées positives, toute ma force. C'est compliqué de garder le moral, compliqué de garder la foi, compliqué de conserver la positivité et l'espoir. Mais vous inquiétez pas, vous avez vu, les fourmis vont arriver. Ils vont tous les mater. Nous, les justes, les gens les justes, je pense que je suis juste. On va aller faire un petit tour dans le centre dans la Terre. Et vous savez quoi? Tout ira mieux. Les amis, surtout n'oubliez pas de rire. C'est le plus important. Et surtout aussi, fuyez la gravité des imbéciles et stay safe les amis.